Messieurs les présidents, monsieur le secrétaire perpétuel, chers collègues, chers amis, c'est un honneur évidemment, mais aussi un plaisir de tenir cette tribune de notre compagnie et de vous entretenir de ce qui me tient fort à cœur, c'est le cas de le dire, le métabolisme cardiaque et plus particulièrement les problèmes liés à l'énergétique cardiaque. Certains m'ont déjà dit ce matin, mais tu es dans le cœur, alors je croyais que tu étais toujours dans le foie. Eh bien, j'ai été dévoyé et j'ai fait du cœur au cours des dernières années. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est deux aspects, la physiopathologie d'une part, la physiologie d'une part et la pathologie d'autre part, et je vais couvrir certains aspects de ces deux parties. Tout d'abord, le couplage énergétique. Ce qui se passe dans le cœur, comme dans beaucoup d'autres tissus, c'est que nous avons un apport énergétique qui vient de l'oxydation de substrat, qui dans la mitochondrie va produire de l'ATP. Cet ATP est utilisé par les muscles, y compris le muscle cardiaque, pour accomplir différents types de travaux mécaniques, ioniques, etc. La quantité d'ATP produite par le cœur est phénoménale. Le cœur produit à peu près 6 kg d'ATP tous les jours, pour pouvoir, c'est-à-dire à peu près 25 fois son propre poids. Et donc il bat à peu près 100 000 fois par jour et pompe, grosso modo, 10 tonnes de sang à travers le corps. Donc c'est une pompe extraordinaire et qui fonctionne 60, 70, 80 ans non-stop. Donc c'est un organe extraordinaire. Alors, pour pouvoir faire ce type d'activité, il faut évidemment, et s'adapter, il faut évidemment que ces différents flux énergétiques, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un flux énergétique? C'est un flux de matière qui produit de l'énergie. Il faut que ces différents flux puissent être adaptés. On sait depuis longtemps, les grandes règles physiologiques, que par exemple la demande énergétique du cœur accélère le flux des substrats, ou bien que les hormones ou certaines hormones influencent ces flux. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, et ce dont je vais vous parler, ce n'est pas cette phénoménologie, cette description, mais ce sont les mécanismes moléculaires qui permettent cette adaptation. Étant donné que le cœur a un tel besoin d'ATP, il faut évidemment que la centrale énergétique cellulaire, c'est-à-dire la mitochondrie, soit présente en grande quantité. Ceci représente, il faut peut-être diminuer la lumière, représente un cardiomyocyte dans lequel on a coloré, si vous voulez, d'une certaine façon, les mitochondries. Et l'impression que l'on a, c'est qu'il n'y a que des mitochondries. Bien sûr, ceci est arbitraire parce que le pouvoir de résolution de la technique n'est pas suffisamment fin. Mais quand même, les mitochondries occupent dans le cœur près de 40% du volume global. Donc c'est absolument phénoménal. Bien sûr, les mitochondries ne sont pas que des centrales énergétiques de la cellule, elles font également beaucoup d'autres choses. Alors, dans ces mitochondries, qu'est-ce que l'on observe? On voit que certains substrats, par exemple le glucose, ou les acides gras, pénètrent dans la cellule et rentrent dans la mitochondrie, et nous verrons les détails de ces voies métaboliques, sont oxydés et fournissent de l'acétyl-CoA qui rentre dans le cycle de Krebs pour produire finalement, à travers la chaîne de transfert des électrons, pour produire des protons qui sont récupérés pour la synthèse d'ATP. Ça, c'est le couplage énergétique entre l'oxydation des substrats et la synthèse d'ATP. Cet ATP est ensuite passe à l'extérieur et il va tomber sur la créatine kinase qui permet de phosphoryler la créatine en phosphocréatine. Et en fait, la phosphocréatine voit sa concentration toujours plus élevée que celle de créatine grâce à cette réaction. Et finalement, le point principal dans le cœur, c'est qu'il y a plus de phosphocréatine que d'ATP. Alors, quel est le contrôle que le substrat exerce sur la respiration mitochondriale? Comment est-ce qu'on peut respirer, consommer plus d'oxygène?
Ça fonctionne à la demande, c'est-à-dire si vous utilisez l'ATP par un travail, qu'il soit ionique ou contractile, si vous utilisez cet ATP, vous générez de l'ADP et c'est la présence de cet ADP qui fait fonctionner le système. Donc il ne travaille que à la demande. Premier principe de couplage dans la production d'ATP par la mitochondrie. Alors, ceci, donc c'est indéniable, tout le monde est d'accord pour le dire, c'est l'ADP qui contrôle la respiration mitochondriale. Alors, passons au premier exemple, le couplage énergétique par la demande énergétique. Les physiologistes, bien avant que je sois né, Starling, fameuse loi de Starling, un des corollaires de la loi de Starling, c'est que si le cœur fait plus de travail, il consomme plus d'oxygène. Et donc, il apporte plus d'ATP au système. Ça, c'est la description du phénomène physiologique. La question que je pose, c'est comment cela se passe-t-il? Quel est le mécanisme qui permet l'accélération de la consommation en oxygène quand le travail augmente? Vous allez me dire, je viens de dire que c'est l'ADP. Or, les concentrations en ADP dans le cœur ou en phosphocréatine dans le cœur changent peu en fonction du rythme respiratoire du cœur, en fonction de la respiration. Donc ici, on a un problème. Ce problème a été mis en évidence par pas mal de biochimistes et c'est ce qu'on a appelé le paradoxe de l'homéostasie métabolique, c'est-à-dire on constate que quel que soit le travail fourni, les concentrations en ADP et en phosphocréatine sont relativement constantes. Ça posait un problème qui n'a pas trouvé véritablement de solution, mais je voudrais vous présenter aujourd'hui une hypothèse qui a été présentée pour pouvoir expliquer ce phénomène. Et l'explication de ce phénomène est basée sur deux types d'observations différentes. La première, c'est que par l'utilisation de techniques assez raffinées, qui ont une résolution temporelle suffisamment grande, on a pu montrer qu'au cours du cycle cardiaque, les concentrations en créatine ou en phosphocréatine ADP changeaient. Donc en prenant des méthodes plus fines dans le temps mais en sensibilité, les changements observés, tenez-vous bien, ne sont pas extraordinaires. C'est de l'ordre de 10% à 15%. Mais il y a un changement. Et donc la question c'est, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un système d'amplification à la production et d'amplification à la consommation? Et ça, pour comprendre cela, il faut faire appel à un deuxième élément que Valdur Sachs, un bioénergéticien d'origine estonienne mais qui travaille à Grenoble, a proposé, c'est que il existe des unités énergétiques intracellulaires dans la mitochondrie qui sont associées à des éléments du cytosquelette qui contrôlent la vitesse de respiration des mitochondries. En effet, ce que l'on observe, c'est que si vous colorez le cardiomyocyte pour les mitochondries, en rouge ici, je vous ai déjà montré cela, vous voyez qu'elles sont particulièrement abondantes. Ceci correspond à l'actinine, c'est-à-dire aux lignes Z, et quand vous faites les deux ensemble, vous voyez que la mitochondrie se trouve entre les lignes Z. Ce n'est pas aléatoire. Elles se trouvent quelque part. Elles sont fixées quelque part. Et, par un autre système de détection, voici chaque point correspond à une mitochondrie qui se trouve en effet entre les lignes Z. Et ces mitochondries ont la possibilité d'utiliser l'oxygène et de synthétiser l'ATP d'une façon différente que les mitochondries isolées. Pourquoi? Eh bien parce que dans l'espace intermembranaire de ces mitochondries, qui est ici, on trouve la créatine kinase, c'est un octamère en fait, donc c'est plusieurs molécules qui sont associées. Ici vous avez le module de synthèse d'ATP, et ici c'est l'extérieur vers le cytosol. On a VIDAC, une protéine qui contrôle l'accès de certains substrats, et ce que Sachs a montré, c'est que l'entrée d'ADP dans ce système est fortement limitée.
Ce qui rentre, en fait, c'est créatine. Ce qui sort, c'est phosphocréatine. Et donc, on a ici un approvisionnement direct à partir de l'ATP produit par l'ATP synthèse qui arrive sur cette créatine kinase et qui produit la phosphocréatine. Et grâce à ces systèmes d'inhibition à l'entrée, on a une possibilité d'amplification. C'est une hypothèse, elle est à moitié démontrée, tout le monde ne l'accepte pas, mais au moins ça fait progresser les choses. Et en effet, Waldur-Sachs, le voilà, donc qui travaille à Grenoble, a pu montrer par des calculs, ici ce n'est pas expérimental, ce sont de la modélisation, que les variations de ATP à l'intérieur de l'espace intermembranaire sera d'autant plus importante que le travail fourni est important. Et en corrélation, la quantité d'ATP que l'on trouve dans la myofibrie au moment où elle est utilisée suit également le même principe. Et donc dans ce système d'intégration de la mitochondrie avec le cytosquelette et avec des protéines qui contrôlent, on peut avoir un modèle où on a une amplification de signal due à la présence de la synthèse ATP, mais de la créatine kinase et de ce cytosquelette, qui va produire un flux de phosphocréatine, qui va arriver dans l'effecteur qui est la contraction à proprement parler, et permettre le travail, retour sous forme de créatine phosphocréatine. Donc ceci démontre que si vous voulez résoudre un problème, il faut absolument prendre une autre dimension. Il faut passer à une échelle d'analyse qui n'est plus réductionniste, mais qui intègre l'ensemble des phénomènes. C'est l'approche de biologie des systèmes, et je vous recommande chaleureusement la lecture de ce livre écrit par Dennis Noble, un physiologiste cardiaque célèbre, qui a, pour la première fois, très bien démontré que la description de la physiologie cardiaque ne peut pas se faire uniquement par une approche réductionniste, mais qu'il faut intégrer à un niveau supérieur. Un petit livre qui est absolument remarquable. Il existe également une traduction française, La musique de la vie. Je vous le recommande. Donc, la biologie des systèmes, dans ce cas particulier, a permis, peut-être pas de démontrer, mais de proposer une hypothèse satisfaisante pour comprendre le couplage énergétique. Nous revenons à nos substrats. Et ici, je crains que je ne doive passer par un peu plus de détails métaboliques pour vous expliquer ce qui va suivre. En effet, nous avons la possibilité d'avoir deux types de substrats, le glucose et les acides gras. La question est de savoir lequel allons-nous prendre. La première chose à voir, c'est lequel est disponible. Et nous savons qu'au cours du nictémère, nous avons des variations de la concentration sanguine des substrats comme le glucose, qui diminue légèrement lorsqu'on est à jeun, alors que les acides gras sont négligeables lorsqu'on est bien nourri, mais augmentent lorsqu'on est à jeun. Et donc, bien sûr, il est assez clair que si vous êtes à jeun, vous allez consommer des acides gras au détriment du glucose qui est moins abondant. En plus, comme vous savez, vous avez appris ça, c'est qu'on fabrique des corps cétoniques lorsqu'on est à jeun, et ceux-ci sont également utilisés par le cœur. Il n'y a pas que la disponibilité. Il y a en plus un mécanisme de préférence. Le cœur préfère utiliser les acides gras au glucose quand les deux sont présents. Donc il y a un mécanisme de contrôle, de dialogue. Ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de Randle, mais j'y arrive dans quelques instants. Je crains que je ne doive vous donner un peu plus de détails sur le métabolisme du glucose. En préparant ceci, j'ai supposé que vous aviez tous une connaissance fondamentale de la biochimie, mais il m'a semblé quand même, pour la clarté de l'exposé, qu'il était important de vous rappeler certaines choses. Et donc le métabolisme du glucose, qui est transformé en pyruvate, qui rentre dans la mitochondrie pour donner du CO2, passe par toute une série d'étapes métaboliques dont l'importance du contrôle, dans le contrôle, n'est pas la même. Il y a des étapes privilégiées, il y a des étapes qui exercent plus de contrôle que d'autres. Quelles sont-elles? L'entrée du glucose par GLUT, transporteur facilité, est une des étapes de contrôle du glucose, du métabolisme du glucose.
glucose. Ensuite, il y a l'étape de phosphorylation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-bisphosphate qui est catalysée par la phosphofructokinase. Nous avons trouvé, avec Emil van Schaftingen, Feu, Gériers et moi-même, le fructose 6-bisphosphate dans le foie à l'époque, et cette substance est également présente dans la majorité des tissus de mammifères, et certainement dans le cœur, où il participe à la stimulation de la glycolyse. Si vous augmentez le glucose dans des systèmes perfusés, vous augmentez la concentration en fructose de 6-bisphosphate, et que fait ce fructose de 6-bisphosphate? C'est un des effecteurs les plus puissants de la phosphofructokinase 1. Vous avez ici, en concentration de substrat de cette réaction, si vous rajoutez du fructose de 6-bisphosphate, vous avez une stimulation considérable. L'autre substrat de cette réaction, c'est l'ATP, qui est inhibitrice à forte concentration. Si vous rajoutez du fructose de 6-bisphosphate, vous levez l'inhibition. C'est probablement l'effecteur positif le plus puissant connu de cette enzyme. Bon, il existe dans le cœur. Pour les acides gras, même raisonnement. Quelles sont les étapes cruciales? L'entrée, CD36, protéines membranaires, mais peut-être aussi d'autres protéines qui catalysent le transport. L'acide gras rentre, puis il est activé sous forme de dérivé coenzyme A, et celui-ci doit rentrer dans la mitochondrie. Le système de pénétration n'est pas un système simple, il passe par un échange avec la carnitine, et qui est catalysé par la carnitine palmitoïde transférase. Voici de quoi il s'agit. L'acyle-CoA forme avec la carnitine l'acylcarnitine, qui est transloquée à l'intérieur de la mitochondrie et qui régénère l'acyle-CoA à l'intérieur de la mitochondrie. La carnitine est ainsi recyclée. La conséquence, c'est que le pool de CoA cytosolique est indépendant du pool de CoA mitochondrien. Ce système, un peu particulier, catalysé par CPT1, est une étape cruciale. C'est-à-dire que c'est l'activité de CPT1 qui règle, qui contrôle l'oxydation subséquente des acides gras. Une fois qu'ils sont rentrés, ils sont oxydés. Et donc l'étape cruciale, c'est l'entrée. Bien. Donc je disais, Randall, dans les années 60, un biochimiste anglais, a montré que les acides gras sont oxydés préférentiellement dans le cœur et que l'oxydation des acides gras inhibe l'utilisation du glucose. Par quel mécanisme? Je reprends le schéma que nous avons déjà vu. Les acides gras rentrent, ils pénètrent dans la mitochondrie par le système CPT1, sont bêta-oxydés, forment de l'acétyl-CoA, produit du CO2 et de l'ATP. Le point crucial ici, c'est le suivant. C'est que l'acétyl-CoA inhibe cette étape cruciale de la pyruvate déshydrogénase et empêche le pyruvate d'être oxydé. En plus, l'acétyl-CoA ressort, un système biochimique un peu compliqué, sous forme de citrate, lequel est un inhibiteur puissant de la PFK1, de l'enzyme qui fabrique le fructose de 6-bisphosphate et du transport de glucose. Donc quand j'ai des acides gras, on arrête l'utilisation du glucose parce que j'oxyde ces acides gras et j'ai une série de phénomènes qui empêchent cette oxydation du glucose. Nous avons pu montrer qu'en effet le fructose de 6 ou sa baisse intervient dans ce phénomène. L'insuline. L'insuline, tout le monde le sait, stimule l'utilisation du glucose. Par quel mécanisme? Eh bien, l'insuline, par sa voie de signalisation, qui passe par son récepteur et une cascade de protéines particulières, mène à l'activation d'une protéine kinase, qu'on appelle protéine kinase B, ou AKT, et celle-ci phosphoryle et active, ou change d'activité, d'une protéine qui est cruciale dans le recrutement de GLUT vers la membrane, donc permet d'augmenter la quantité de transporteurs à la membrane, et nous avons montré que l'enzyme qui fabrique le fructose de 6-bisphosphate est un substrat de cette protéine qui l'active, et donc j'ai plus de fructose de 6-bisphosphate, donc je pousse ceci. Troisième chose, pour laquelle il n'y a pas véritablement d'explication convaincante,
c'est qu'il y a également, sous l'effet de l'insuline, une activation de la pyruvate déshydrogénase par un mécanisme qui pourrait dépendre du calcium, mais ce n'est pas vraiment bien démontré. En tout cas, ce qui manque, c'est la connexion entre la protéine kinase BAKT et la pyruvate déshydrogénase. Donc, dans ces conditions, je favorise le métabolisme du glucose. Quel effet cela a-t-il sur le métabolisme des acides gras? Donc, c'est l'inverse de ce que j'ai vu tout à l'heure. Et ici, c'est McGarry qui a expliqué ce phénomène, et par après d'autres ont rajouté de l'information. Donc, je reprends le schéma que vous avez déjà vu pour le glucose, le schéma que vous avez déjà vu pour les acides gras. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai un excès de glucose et que j'ai de l'insuline? Donc, je favorise l'utilisation du glucose. J'active la PFK2, on l'a déjà vu, il y a plus de transporteurs, j'active la PDH. Alors, ce qui se passe, c'est qu'une partie de l'acétyl-CoA s'échappe de la mitochondrie sous forme de citrate, régénère de l'acétyl-CoA dans le cytosol, et celui-ci est transformé par une enzyme lipogénique, qui en fait ne devrait rien avoir dans un tissu non lipogénique comme le cœur, mais fabrique du malonyl-CoA. Or, le malonyl-CoA est l'inhibiteur le plus puissant que l'on connaisse de CPT1. Donc, dans ces conditions, je ne peux pas oxyder les acides gras parce que j'ai accumulé malonyl-CoA. C'est pas tout. J'utilise le glucose, je fabrique malonyl-CoA qui empêche l'oxydation des acides gras, mais le transport ici n'est pas inhibé. Et même, des biochimistes hollandais récemment ont montré que le transport CD36 était stimulé par l'insuline. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une pénétration des acides gras dans le cœur sous forme d'acides CoA qui ne peuvent pas être oxydés. Je vais donc les estérifier sous forme de triglycérides et ceci explique la pathologie de la pléthore en aliments avec l'infiltration graisseuse du cœur. En présence d'un excès de glucose, d'insuline et d'acides gras, on va avoir progressivement une accumulation de triglycérides dans le cœur. L'adrénaline. L'adrénaline a la propriété de dépasser les contrôles que je viens de vous décrire. L'adrénaline, en effet, si nous reprenons un schéma dans lequel on voit que les acides gras, mais c'est vrai pour le lactate aussi, ont un effet inhibiteur sur la glycolyse, eh bien cet effet inhibiteur est supprimé par l'AMP cyclique qui va stimuler le transport du glucose, stimuler la production de fructose de 6-biphosphate, stimuler bien sûr la dégradation du glycogène et favoriser l'oxydation par la PDH de ce pyruvate en acétyl-CoA. Donc en présence d'adrénaline, situation de stress, je fais tomber tous ces mécanismes d'inhibition et j'utilise, j'en ai besoin, tous les substrats disponibles, glucose et acides gras. Donc c'est une sécurité que notre cœur prend pour utiliser tous les substrats qui sont à sa disposition. Ceci termine ce que je voulais vous dire à propos de la physiologie. Alors, passons à quelques éléments de pathologie. Commençons par l'hypoxie. L'effet Pasteur. Pasteur a décrit il y a bien longtemps, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, en 1857, que si on fait passer de l'air dans un bouillon de culture levure, on favorise le développement de levure et on inhibe la fermentation alcoolique. Ça, c'est l'observation Princeps. On a fait l'effet Pasteur, on décrit l'effet Pasteur comme l'inverse, c'est-à-dire que, non pas l'aération, mais l'absence d'oxygène stimule la fermentation, stimule la glycolyse. Et donc, je vous rappelle, glucose, pyruvate, CO2 en présence d'oxygène, et en absence d'oxygène, pardon, le glucose devient du pyruvate qui va former du lactate. La production d'ATP en présence d'oxygène à partir de glucose transformé en CO2, c'est presque 40 ATP par glucose. Lorsque je n'ai pas d'oxygène, je ne peux pas aller dans la mitochondrie, qui est le principal responsable de la production d'ATP, et je n'ai que l'ATP qui est produit dans la glycolyse elle-même. Et c'est très peu.
c'est de l'ordre de 2 fois, de 2 ATP par glucose. Donc c'est quasi 20 fois moins. Donc si je veux maintenir la même quantité d'ATP dans ma cellule, la glycolyse doit être accélérée de près de 20 fois. Ce n'est pas le cas, mais on arrive quand même à des stimulations de 5, 6, 10 fois pour essayer de maintenir l'ATP à des concentrations raisonnables, en tout cas pour assurer l'intégrité cellulaire. Alors ici, nous avons contribué à l'étude de ce phénomène. L'hypoxie, bien sûr, l'hypoxie augmente la concentration en AMP qui provient de... Oulala, qu'est-ce que je dois faire ici? Augmente la concentration en AMP, le rapport AMP sur ATP diminue, et ceci va activer une protéine kinase un peu particulière qu'on appelle l'AMPK. Donc c'est une protéine kinase qui est activée par l'AMP. Celle-ci agit comme un espèce de contrôle central, qui est un espèce de signal d'urgence, et qui va mener à la stimulation de la production d'ATP par le catabolisme et arrêter la consommation d'ATP dans des réactions anaboliques. Nous avons contribué à ce phénomène-là, et plus particulièrement, nous avons montré que l'AMPK, cette protéine kinase, a le même effet que l'insuline, ou en tout cas que la PKB de l'insuline, sur le transport de glucose et sur l'enzyme qui synthétise le fructose 2,6. Donc, avec cette protéine kinase, j'aurai plus de transporteurs de glucose et je vais augmenter le fructose 2,6 bisphosphate. Nous l'avons démontré in vitro et dans le cœur. Voici les résultats détaillés. Cœur perfusé. Voici la durée de la perfusion. Nous sommes ici en bas, symbole ouvert, en normoxie. Et voici ce qui se passe en ischémie. Vous voyez que l'activité de la MPK augmente considérablement, que l'activité de l'enzyme qui synthétise le fructose 2,6 augmente également, légèrement décalée par rapport à celui-là, et que la concentration en fructose 2,6 bisphosphate augmente également. Donc ici, nous apportons un mécanisme moléculaire à l'effet Pasteur. Est-ce que cet AMPK est important? Est-ce qu'il est essentiel pour le cœur, pour résister pendant la période d'ischémie? Alors, si on étudie des animaux qui n'ont pas d'AMPK, soit par surexpression d'un dominant négatif ou dans des chaos pour cette protéine, on peut voir que lorsque on fait une ischémie, vous avez après un certain temps, 20 à 30 minutes, l'apparition d'une contracture chez l'individu normal, mais que cette contracture apparaît plus tôt et est plus importante chez l'animal qui ne contient pas cette protéine. De même, on peut voir que la concentration en ATP, en hypoxie ou en ischémie, chez ces animaux est bien plus basse que chez le contrôle et qu'il y a moins de production de lactate. Donc, l'AMPK est essentiel pour résister correctement à cette hypoxie. L'AMPK intervient également dans l'oxydation des acides gras, pour autant qu'il y ait de l'oxygène. Ceci a été démontré par Graham Hardy, un biochimiste écossais, à Dundee, qui montre que l'AMPK phosphoryle cette enzyme qui fabrique le malonyl-CoA, et une fois que cette enzyme est phosphorylée, il est inactif, et donc je diminue la concentration de malonyl-CoA, et ainsi je fais disparaître l'inhibiteur et je peux oxyder les acides gras. Donc, quand nous avons une AMPK activée, je peux faire comme l'adrénaline, je pousse l'oxydation, si l'oxygène est présent, de tous les substrats. Par le fait que l'AMPK inactive l'acide-CoA carboxylase ACC, je vais diminuer malonyl-CoA et je vais permettre l'oxydation des acides gras à longue chaîne. Je vais également permettre l'utilisation du glucose puisque j'aurai une activation. J'aurai la disparition de l'effet random et je vais donc pouvoir stimuler les deux. Et donc l'AMPK est activée non seulement par l'hypoxie, mais elle peut être également activée dans des situations de jeûne prolongé,
l'exercice physique dans le muscle, certaines cytokines, par la metformine, antidiabétique bien notoire, bien connu, et par des agents pharmacologiques que l'on utilise au laboratoire. Et donc, les biguanides, comme la metformine, sont capables, dans le cardiomyocyte, de stimuler le transport de glucose et d'activer la MPK. On peut montrer que ce phénomène est perdu, je n'ai pas le temps de montrer les détails, lorsque la MPK n'est plus présente, que la stimulation de transport de glucose disparaît lorsque la MPK n'est plus présente dans ces cœurs. Donc il y a un problème, il y a une possibilité que la metformine ait des effets sur la MPK et que son action antidiabétique est importante. Alors, à l'heure actuelle, on arrive à cette espèce de schéma qui devient de plus en plus compliqué, qui représente l'ensemble des stimulateurs en amont et l'ensemble des effets que l'on connaît à l'heure actuelle. Ce dont je vous ai parlé, c'est essentiellement le métabolisme, avec des effets sur le métabolisme du glucose, des acides gras, mais également cet AMPK stimule la genèse, la biogénèse mitochondriale. On a plus de mitochondries lorsqu'il y a une stimulation soutenue de l'AMPK. Il a également des effets sur le cytosquelette, sur la prolifération des fibroblastes et sur la fibrose. Elle a également des effets sur la croissance cellulaire. La croissance cellulaire est inhibée. On a décrit que la metformine était un anticancer, ou en tout cas qui diminuait l'incidence du cancer. Enfin, elle a des effets sur l'angiogenèse, augmentant l'angiogenèse. Je vous montre un exemple d'effet de la MPK sur le cytosquelette, les observations qu'on a faites dans l'épithélium. Voici un épithélium normal. Les fibres rouges représentent l'actine, qui forment des réseaux tout à fait bien structurés, c'est ce qu'on appelle les fibres de stress, qui disparaissent lorsque la MPK est activée, et on voit apparaître une concentration de l'actine en périphérie, un modèle tout à fait particulier, et ceci influence la mobilité de ces cellules. Deuxième point, le déficit énergétique de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, problème grave dans nos sociétés, le cœur décompensé est une situation pathologique quasi irréversible, et quand la décompensation est bien avancée, souvent il est trop tard pour faire quelque chose. On a décrit toutes sortes de choses qui ne marchaient pas dans le cœur décompensé, et notamment qu'il y avait un déficit énergétique chronique du cœur décompensé. Un article de revue publié par Neubauer il y a quelques années dans New England Journal of Medicine s'appelait The Failing Heart, an Engine Out of Fuel. Le titre laisse à penser qu'il manque des substrats. C'est pas tout à fait ça. C'est la machinerie mitochondriale qui ne marche pas bien. L'argument développé, c'est que si on mesure les concentrations en nucléotides dans le cœur de ces malades par résonance magnétique nucléaire, voici ce qu'on observe, les profils que l'on observe pour la phosphocréatine, l'ATP, avec différents pics correspondant chez un individu normal. Si vous avez une décompensation cardiaque qui est au début où on a un peu moins d'ATP, si elle est encore plus prononcée, bien, ça diminue encore, et ici, tout à fait prononcée, on a une destruction du phénomène. Et ces auteurs ont fait une relation entre la quantité, le rapport plutôt, de phosphocréatine sur ATP quand il est normal, au-dessus de 1,6, voici l'espérance de vie. Si par contre, j'ai quelque chose qui est en dessous de 1,6, j'augmente considérablement la mortalité. Et donc, le pronostic de ce phénomène est évidemment gravissime. Et donc, ils en ont conclu que ce déficit énergétique était quelque chose de fondamental et qu'il fallait évidemment s'y attacher. Ça veut dire quoi, déficit énergétique? Ça veut dire qu'il y a moins d'utilisation d'acides gras, les mitochondries sont moins compétentes, et il y a plus d'utilisation du glucose, en tout cas au début. Alors certains, pour un raisonnement biochimique un peu raffiné, pensent que ceci est peut-être important ou intéressant, pour des raisons qui me seraient trop compliquées d'expliquer, mais dans la décompensation avancée, on perd également cet avantage, entre guillemets, qui apparaît au début.
on a un espèce de retour du métabolisme vers un état embryonnaire. Un facteur, le PPAR alpha, est également diminué. Celui-ci est responsable, nous verrons dans quelques instants, de la stimulation à long terme de l'oxydation des acides gras. Et puis, vous avez toute une série de phénomènes mitochondriaux, la respiration mitochondriale, la synthèse ATP, la consommation d'oxygène, etc. Et PGC1-alpha, cofacteur de celui-ci, pour la biogenèse mitochondriale, est également diminué. PGC1-alpha, dont je vous ai parlé, est un élément essentiel pour la biogenèse mitochondriale et qui se fait par stimulation de l'expression de gènes, mais également en collaboration avec cet autre PPAR ici, pour augmenter l'oxydation des acides gras. Et donc, on a décrit dans le cœur de ces insuffisants cardiaques et dans des modèles d'insuffisance cardiaque, modèles murins d'insuffisance cardiaque, une diminution de PGC1-alpha, une diminution de PPAR. Et donc, certains proposent, administrons des substances qui permettraient d'activer PGC1-alpha dans ces cœurs de façon à aider ces malades. En effet, dans l'insuffisance, on voit qu'il y a une prépondérance du métabolisme du glucose et une faiblesse de l'oxydation des acides gras parce qu'il n'y a pas assez de PGC1-alpha, alors qu'on a l'inverse chez l'adulte. Je pense que tout ça, c'est un peu une simplification. Et que, de nouveau, on est dans un carcan réductionniste. En effet, l'insuffisance cardiaque présente un déficit énergétique chronique, mais ce n'est qu'un des aspects. Il y a également un malfonctionnement du calcium, des transients calciques, la machinerie contractile n'est plus performante, et tout ça fait partie de la situation pathologique globale. Et donc, bien sûr, il y a une qualité de la cellule de l'insuffisance cardiaque qui est mauvaise, mais il n'y a pas qu'un défaut de qualité. Il y a essentiellement un défaut de quantité. Il n'y a plus assez de cellules. Et donc, essayer de guérir l'insuffisance cardiaque en corrigeant la qualité des cellules résiduelles est un peu illusoire. C'est ce que Brutzart, notre collègue d'Anvers, montre, c'est que dans l'insuffisance cardiaque, il y a un spectre de modifications complètement variables et que réduire le tout à une insuffisance de production énergétique, c'est évidemment un peu trop simple. Et ceci me fait penser à cette statue de Jan Fabre, qui a montré ça il y a quelques années ici à Bruxelles. C'est l'homme qui mesure les nuages. Eh bien, c'est une espèce d'approche réductionniste qui n'a évidemment aucun sens. Si nous réduisons l'insuffisance cardiaque à un déficit énergétique chronique, on se trompe. Il faut aller à une dimension beaucoup plus large. La dernière chose que je peux dire, c'est que dans l'insuffisance cardiaque, on a montré que la metformine était cardioprotectrice, qu'elle améliorait le suivi des malades, qu'elle augmente la fonction cardiaque dans des modèles murins. Cette amélioration dépend de l'activation de la MPK, ça a été démontré, et que la metformine pouvait également affecter la réponse fibrotique. Donc, la seule chose que l'on peut dire, c'est que si vous avez pré-traité vos malades à la metformine, ils passeront plus lentement de l'état d'hypertrophie à la décompensation pathologique. Mais espérer qu'on va retourner de la décompensation à quelque chose de meilleur, c'est un peu illusoire. Enfin, je voudrais terminer en disant quelques mots à propos d'un travail récent que nous avons fait, qui correspond à la toxicité du glucose dans le cœur. On connaît ce phénomène déjà depuis quelque temps, notamment dans les cellules endothéliales, mais ça apparaît également dans les cellules cardiaques, en tout cas dans les cellules en culture. Si vous incubez des cellules en culture, des cellules cardiaques en culture, avec des quantités croissantes de glucose, vous voyez doubler la mortalité cellulaire. Ce phénomène demande, grosso modo, 18 à 20 heures pour être significatif. Quel est le mécanisme?
on remarque que ceci s'accompagne d'une augmentation du stress oxydatif. On peut mesurer les espèces radicalaires de l'oxygène par une sonde particulière et on voit que la quantité de lumière émise est beaucoup plus grande ici chez le témoin que chez l'hyperglycémique que chez le témoin. Si on inhibe une des enzymes responsables de la production de ces espèces radicalaires de l'oxygène, en l'occurrence une NADPH oxydase, en prenant un inhibiteur sélectif, on voit que cette production de radicaux libres diminue considérablement avec cet inhibiteur et qu'on corrige la mortalité cellulaire. Donc, cette NADPH oxydase pourrait bien être responsable de ce phénomène. Comment le glucose agit-il? Est-ce que s'il passe par son métabolisme normal ou bien autre chose? Pour tester ça, on a utilisé de l'insuline qui accélère le métabolisme du glucose. Et est-ce que l'insuline affecte cette mortalité? On voit ici le métabolisme du glucose qui a augmenté considérablement avec l'insuline. Pas de changement sur la mortalité cellulaire, pas de changement sur la production de ROS, même si le métabolisme est augmenté de 3 à 4 fois. En plus, si j'utilise un inhibiteur plus ou moins sélectif de ce transporteur GLUT, qui est la phlorétine, je change à peine 10%, à peine la production de ROS, alors que j'inhibe de 4 à 5 fois le métabolisme du glucose. Donc je déconnecte la toxicité du glucose de son métabolisme. Si j'utilise maintenant, en place du glucose, des analogues du glucose qui sont non métabolisables, comme par exemple 3-méthylglucose ou alpha-méthylglucose, je mime les effets du glucose. Et ces analogues, évidemment, ne peuvent pas être métabolisés. Un autre analogue, le déoxyglucose, lui, ne peut pas être métabolisé, mais on sait qu'il passe par GLUT. Alors que ceci, on sait qu'il passe par un autre transporteur qu'on connaît bien dans l'intestin et dans le rein, qui est le cotransport sodium-glucose. Et donc ceci, c'est une démonstration indirecte que ce cotransporteur serait également présent dans le cœur. Et en effet, si j'utilise un inhibiteur plus ou moins spécifique de ce cotransporteur, la phlorizine, je diminue la production de ROS, la mortalité cellulaire, etc. Et donc ici, j'ai un concept tout à fait nouveau, c'est que SGLT, ce cotransporteur, existe bien dans le cœur, et qu'il pourrait avoir des conséquences pathologiques sur la survie cellulaire. Ça offre également des possibilités thérapeutiques, puisqu'on connaît des dérivés plus ou moins spécifiques de la phlorizine qui toucheraient SGLT forme 1 ou 2. Voilà, j'arrive au terme de mon exposé. De nombreuses personnes ont participé aux travaux que j'ai menés, notamment dans l'unité que j'ai dirigée et que Mark Ryder dirige à l'heure actuelle. C'est Mark Ryder et Didier Vertomen qui sont responsables de toutes ces études réellement biochimiques, démonstration de phosphorylation de protéines, etc. Ces travaux ont également été menés avec Baulois, Bertrand, Sandrine Normand et Jean-Luc Van Overskelde, avec qui j'ai collaboré, qui étaient dans mon groupe et qui ont maintenant fondé une nouvelle unité de recherche en cardiologie à l'hôpital Saint-Luc. Enfin, laissez-moi terminer par cette peinture de Magritte qui représente ce que c'est qu'une découverte. Vous devez frotter longtemps, répéter, frotter, jusqu'au moment où vous usez tellement ce que vous voyez apparaître quelque chose que vous n'aviez pas imaginé auparavant. Ça, c'est la découverte. Je vous remercie.